Pierre Razou, bonjour. Bonjour. Merci de participer à ce talk stratégique du Figaro. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, l'IRSEM, et vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient. Comment réagissez-vous à cette décision unilatérale et solitaire de Donald Trump, mercredi soir, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État israélien? Je crois d'abord qu'il faut distinguer, il y a des raisons internes et des raisons externes, des raisons de politique intérieure américaine. Donald Trump s'y était engagé pendant sa campagne. Depuis déjà quasiment plus de 20 ans, une loi a été passée aux États-Unis pour normalement transférer l'ambassade. Simplement, à chaque fois, chaque président s'y oppose, arguant de son pouvoir présidentiel. Donc c'était un petit peu attendu. Ce qui est intéressant et ce qui convient d'analyser, c'est pourquoi maintenant. Donc probablement parce qu'il a jugé que le timing était plutôt bon, parce qu'il a très peu finalement de succès en politique et intérieure et extérieure, Donald Trump. Donc là, il vient de capitaliser sur la réforme fiscale, donc il lui fallait sans doute entre guillemets un succès de politique extérieure. Et il a regardé dans la liste et finalement c'était très difficile de pouvoir cocher une case. Donc là, le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, de son point de vue, sans doute ne lui coûtait pas très cher, même si évidemment ça ouvre la boîte de Pandore dans la région et maintenant ça va probablement créer un certain nombre de remous, voire de violences sur place. Quels sont les principaux risques ? Les principaux risques, bien évidemment, c'est que la population palestinienne qui est frustrée, qui en a assez de voir la procrastination des négociations, le gel des négociations, se révolte ou en tout cas commence par manifester à 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 et qu'évidemment ça crée des sources de friction, voire d'incidents où sur n'importe quel accrochage, la situation peut dégénérer exactement comme ça avait été le cas lors de la première intifada ou de la deuxième intifada. Maintenant, la vraie question que l'on doit se poser, c'est si Trump l'a fait maintenant, c'est pourquoi sur le plan extérieur et surtout qu'est-ce qu'il a probablement obtenu en échange des Israéliens. C'est-à-dire que on ne sait pas, peut-être qu'il va annoncer dans quelques jours ou quelques semaines. En fait, il va imposer des concessions aux Israéliens en leur tordant le bras, c'est-à-dire ce qu'on a remarqué depuis un an, c'est que Donald Trump en fait est très fort pour faire des grands sourires par devant à ceux qu'il considère comme ses alliés ou ses amis, y compris en Arabie Saoudite, dans le Golfe, en Turquie ou ailleurs. Et en même temps, leur tordre le bras, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, pour en fait les contraindre ou les forcer à adopter l'attitude que souhaite Donald Trump. Donc, j'allais dire, il faut être prudent, il faut voir comment réagiront les chefs d'État de la région. On a déjà vu que le prince héritier en Arabie Saoudite, contre toute attente, a fait un revirement à 180 degrés pour en fait soutenir la position américaine et la position israélienne. Il prend un risque évident et élevé dans son propre entourage et dans la région. Donc on va voir ce que ça va donner. L'impression que j'ai, c'est que Donald Trump se dit finalement je fais un coup comme ça et je vais voir comment ça réagit. Et en fonction de la manière dont ça réagira, il peut très bien ou mettre la pédale douce et freiner en disant finalement l'ambassade sera déplacée mais ça va prendre beaucoup de temps. Je ne pense pas qu'il puisse revenir sur sa décision, mais en tout cas il peut par exemple montrer qu'il va être très ferme sur le dossier palestinien ou sur d'autres dossiers régionaux. Parce que je crois qu'il faut le replacer dans ce contexte de la nouvelle guerre froide qui est en train de se passer aujourd'hui au Levant entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël. Mais on y reviendra tout à l'heure. Oui. Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui s'est félicité très chaleureusement de cette initiative historique, n'est-ce pas finalement un peu un cadeau empoisonné? Parce que ça risque de rallumer le feu dans un conflit avec les Palestiniens qu'il aurait pu espérer gagner par attrition. On va y venir, mais ce conflit israélo-palestinien n'est plus central dans la région.
Non, c'est sûr. Il y a, là, encore une fois, donc, il y a l'affrontement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, l'Iran et Israël, la question kurde. Donc en fait, il y a plein d'autres dossiers qui sont repassés sur le devant de la scène régionale et qui, c'est vrai, ont un peu éclipsé le conflit israélo-palestinien. Je crois que Benjamin Netanyahou, il ne faut pas oublier non plus, est extrêmement comment dire, affaibli sur la scène politique intérieure israélienne. Il a des problèmes judiciaires, il a des enquêtes pendantes. Donc je crois qu'il est lui aussi un petit peu comme Trump, il a besoin en fait d'agiter des dossiers, de montrer qu'il est capable encore d'obtenir des victoires. Et même s'il sait que cette annonce en tout cas de transfert d'ambassade est potentiellement très risquée sur le moyen long terme, voire même plus rapidement, il se dit qu'après tout, c'est maintenant qu'il doit sauver sa place et que donc tout ce qui lui permet de rehausser son crédit est bon à prendre. On va prendre un petit peu de recul avec cette actualité du Proche et du Moyen-Orient, avec un ouvrage magistral que vous avez signé, La guerre Iran-Irak 1980-1988, un ouvrage de référence publié il y a 3 ans, en 2013, il y a 4 ans, et qui vient d'être réédité en édition de poche chez Tempus Perrin. Un ouvrage magistral parce qu'il parle d'un conflit qui est véritablement servi de matrice géostratégique à toutes les crises que l'on voit se développer, centrées autour de la rivalité entre chiites et sunnites. Alors cette guerre Iran-Irak, que vous avez analysée et décrit longuement dans ce livre, comment naît-elle ? Elle naît au départ en fait sur la peur de Saddam Hussein de se voir renversé et entraîné par la révolution islamique iranienne de 1979. C'est-à-dire que quand l'ayatollah Khomeini arrive au pouvoir à Téhéran, bien entendu, un petit peu comme la révolution soviétique, si vous voulez, dans les années 1917-18, les révolutionnaires, là en l'occurrence iraniens, affirment qu'ils vont exporter la révolution à l'ensemble du Moyen-Orient. Et donc Saddam Hussein et l'Irak est le premier bouclier, le premier pays potentiellement visé. Et évidemment, Saddam Hussein comprend qu'il pourrait faire face à un risque énorme et donc décide de lancer une opération préventive, en fait une guerre préventive, pour humilier, pas défaire, mais humilier ponctuellement le régime des ayatollahs et leur montrer qu'il n'est pas la peine d'espérer projeter la révolution en Irak. Et en même temps, essayer de modifier et de revenir sur le statut du châtel arabe. C'est une question juridique compliquée, mais qui était au cœur de la dispute, pour en fait retrouver la pleine souveraineté irakienne sur cette voie d'eau qui relie globalement Bassorah au golfe arabo-persique. Dans cette guerre de près de 8 ans, cette guerre impitoyable, tous les moyens militaires ont été utilisés. Guerre de mouvement, guerre de tranchées, armes chimiques. C'est assez stupéfiant. Oui, en fait, la guerre Iran-Irak, sur le plan, on va dire déjà d'ensemble géopolitique, on va y revenir, mais c'est comme c'est la matrice, c'est-à-dire que si vous voulez, on ne peut pas comprendre la situation qui prévaut aujourd'hui au Moyen-Orient, au Levant, au Moyen-Orient et dans le Golfe, si on ne comprend pas ce qu'a laissé les conséquences de cette guerre. C'est comme si en Europe, on voulait étudier la période des années 30-40, 1930-1940, sans se référer ou sans comprendre la Première Guerre mondiale. C'est exactement du même acabit. Alors maintenant, ce qui est sur le plan entre guillemets militaire et historique, ce qui est colossal dans cette guerre Iran-Irak, c'est qu'en fait c'est la synthèse de toute la conflictualité et de toutes les guerres du XXe siècle. C'est-à-dire que vous avez des éléments qui ressemblent à la Première Guerre mondiale, les tranchées, l'utilisation des gaz, les offensives à outrance, qui ressemblent à la Deuxième Guerre mondiale, avec les percées blindées, les batailles de chars, les batailles d'avions, qui ressemblent aux conflits de décolonisation, avec les guerres dans le Djebel, les guerres, que ce soit la guerre d'Algérie, la guerre d'Afghanistan ou la guerre du Vietnam, avec donc la guerre dans les montagnes, dans les Djebel ou dans les marais, et les guerres israélo-arabes avec la confrontation de la très haute technologie, les guerres de missiles, les attaques sur les pétroliers, etc. Donc c'est vraiment une synthèse, si vous voulez, de toute la conflictualité du XXe siècle. Qui a remporté cette guerre ? Personne, fondamentalement. Officiellement, Saddam Hussein, parce qu'il arrive à porter le dernier coup et à démoraliser les Iraniens qui sont obligés finalement de cesser le combat et de négocier un cessez-le-feu. Mais en réalité, tous les deux pays sont exsangues, les deux pays sont ruinés et les deux pays sont épuisés. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette guerre,
est un moment particulièrement marquant de la confrontation entre sunnites et chiites qu'on voit à l'œuvre de façon si massive aujourd'hui. Quel est le legs stratégique et historique de cette guerre? Le legs stratégique, c'est que les Iraniens, non pas ont compris, mais ont posé en postulat qu'à partir de la fin de la guerre Iran-Irak, ce conflit ne devait plus jamais survenir et qu'un tel massacre ne devait plus jamais survenir. Donc le motto, c'est plus jamais ça. Et plus jamais ça, ça veut dire donc bien sûr le programme nucléaire, c'est-à-dire qu'il faut dissuader l'ensemble des voisins et l'ensemble des agresseurs potentiels, et pas que les pays arabes, mais aussi la Russie, les États-Unis, Israël, voire le Pakistan. Et donc, c'est cette course au programme nucléaire, dont on sait ensuite comment elle se termine, donc en juillet 2015, fort heureusement pour tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que la guerre Iran-Irak se termine même après 2015, puisque la réalité, c'est qu'elle se termine en 2016 lorsque les Pasdaran, donc les gardiens de la révolution, dans le cadre de la reconquête et de la lutte contre Daesh, vont intervenir en Irak à la demande du gouvernement irakien et finalement vont reprendre Tikrit, qui est donc la ville berceau de Saddam Hussein et du baasisme, et vont littéralement planter le drapeau des Pasdaran sur le mausolée de la tombe de Saddam Hussein. Et ce jour-là, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif iranien, c'est ce jour-là, c'est-à-dire donc quasiment 30 ans après la guerre, que l'Iran a enfin lavé le déshonneur et a enfin remporté cette guerre contre en fait, les Irakiens, leurs éternels adversaires. Oui, car les lendemains de cette guerre, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'histoire de la montée en puissance de l'Iran. En tant qu'État, et à travers ses alliés ou ses appuis au Proche et au Moyen-Orient. Oui, c'est la volonté... du Yémen au Liban. Oui, c'est la volonté en fait de revenir comme l'un des acteurs majeurs sur la scène régionale de l'ensemble du Moyen-Orient et du Levant, et d'être capable en fait de revenir un petit peu au type d'influence qu'avait le Shah d'Iran, enfin le Shah à l'époque donc de la grande alliance entre les États-Unis, Israël et le Shah, pour essayer en fait de régler les problèmes de la région entre guillemets entre pays non arabes. Et c'est ce qui affole tellement les monarchies du Golfe qui justement voient dans cette perspective le risque de se faire totalement marginaliser. Pourquoi? Parce que si demain ou après-demain, les Européens, les Américains, les Russes s'entendent finalement avec les Iraniens, avec les Turcs et avec Israël, les monarchies arabes se retrouvent totalement marginalisées. Et donc c'est ce qui les met dans une situation qu'elles estiment impossible aujourd'hui et qui peut leur faire peut-être un certain nombre d'erreurs stratégiques sur le terrain. Et c'est bien pour ça que, pour revenir à la déclaration de Trump, ou ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Levant, en fait on assiste... Les Iraniens, comme les Israéliens, comme les Américains, et comme certainement les Turcs et les Russes, ont compris que les Iraniens avaient gagné au point le match de boxe qui les opposait aux Saoudiens. Donc dans cette guerre froide à trois entre l'Iran, l'Arabie saoudite et Israël, fondamentalement l'Arabie saoudite est out, c'est-à-dire qu'elle n'est pas KO, elle n'est pas par terre, mais elle est hors jeu. Donc en fait maintenant restent l'Iran et Israël. Et donc, toute la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que l'Iran et Israël vont, de manière rationnelle et pragmatique, mettre en place une dissuasion mutuelle entre eux pour stabiliser la région, et c'est clairement ce que souhaitent les Américains et les Russes et les Turcs, ou bien est-ce que les logiques conflictuelles, animées par des conflits d'intérêts politiques intérieurs tant chez les Iraniens que chez les Israéliens, vont amener à une accélération et à une montée aux tensions, mais ça, on ne sait pas. Pierre Razou, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre Iran-Irak 1980-1988, qui reparaît ce mois dernier en version actualisée chez Tempus, édition Perrin. Merci à vous. Merci.